Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, sur l'île de la Réunion, le musée Léon Diercq fait la part belle aux peintres impressionnistes. Une découverte outre-mer. Des grandes maisons de couture aux galeries parisiennes, il n'y a qu'un pas que notre invitée, l'artiste Vanessa Stewart, a franchi. La science du vivant et la mode se repondent de concert dans les pièces du créateur Christopher Kane, un défilé anatomique. Rusta Luna Pozzi Esco est une artiste plasticienne qui transforme le textile en œuvre hypnotique, à découvrir dans le geste. Avant de rencontrer l'artiste Vanessa Stewart, tout de suite point de vue. En 2011, deux spécialistes se penchent sur la série d'autoportraits du célèbre peintre impressionniste Van Gogh. Et là, stupeur, l'une des toiles présente quelques différences subtiles, mais assez pour leur permettre de comprendre qu'il ne s'agit pas ici de Vincent, mais de son frère Théo. Et il se trouve qu'effectivement, ils se ressemblaient beaucoup. Alors, on ne sait pas trop si le peintre l'a fait exprès, mais l'œuvre a depuis été renommée Autoportrait ou Portrait de Théo Van Gogh. Harold Hessel nous livre dans l'ouvrage Objet d'histoire, histoire d'objets, ses secrets de commissaire-priseur. À travers 80 pièces de style allant de l'Ancien Régime au XXe siècle, il revient sur leurs usages et significations. Il nous apprend à reconnaître leurs caractéristiques afin de pouvoir les dater, reconnaître les vrais défauts et propose pour chaque une estimation de prix de vente. Richement illustré, ce guide s'adresse aux passionnés et curieux d'objets anciens, de quoi fouiller son grenier avec attention. Inventée par un pharmacien polonais, la lampe à pétrole naît en 1853. Quelque temps plus tard, la lampe tempête fait son apparition. Robuste et protégeant la flamme des intempéries, elle permet le transport de la source de lumière de tout temps. Notamment utilisé pendant les guerres mondiales, cet objet utilitaire a désormais quitté le champ de bataille pour un futur plus tranquille en s'invitant joyeusement sur les tables d'été ou dans les intérieurs pour un côté rétro. Lumineuse idée. Le musée Léon Diercq, installé au cœur de l'île de la Réunion, accueille une collection de peintures impressionnistes à découvrir dans tous au musée. Autant quelqu'un qui vient découvrir le musée va tomber sur ces grands noms, donc Picasso, Mayol, Gauguin, dont il peut ne pas s'attendre, et autant va découvrir ces artistes locaux comme Antoine Luroussin ou bien Adolphe Leroy, qui ont permis de mettre en valeur l'île de la Réunion. Le musée Léon Diercq retrace le monde artistique du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Et ces deux périodes-là permettent de voir toute l'évolution de plusieurs générations d'artistes peintres. C'est au cœur de la rue de Paris, à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, qu'est installé le musée Léon Diercq. Le seul musée des beaux-arts de l'île a été inauguré en 1912 et est niché dans une villa d'époque restaurée. Fondé par les deux écrivains et critiques d'art réunionnais Aimé Merlot et Georges Athénas, c'est pourtant un troisième comparse, le poète Léon Diercq, qui donnera son nom au musée. En effet, ce poète réunionnais a accueilli les deux amis lors de leurs études à Paris et leur a ouvert les portes du vaste monde des artistes. Forêt, rivière, océan, ici nous plongeons au cœur des paysages réunionnais avec des tableaux aux couleurs majestueuses et pourtant parfois totalement fantasmés. Et ici, on commence avec un paysage complètement inventé par un artiste qui s'appelle Théodore Gudin, qui n'est jamais venu à l'île de la Réunion. Et il va peindre ici un tableau donc, sur commande où il va complètement imaginer à partir de ce qu'il a soit vu, donc des lithographies, des dessins de l'île de la Réunion. Et il y a quelques détails qui montrent que l'artiste n'est pas venu à la Réunion. Ça va être les roseaux là, qui se trouvent en bord de mer. Et les mouettes qui sont là, mais bon voilà, ça c'est des oiseaux qu'on n'a pas à La Réunion. Et c'est par ces détails-là qu'on voit que c'est un artiste qui voilà, invente complètement, imagine un paysage de l'île de La Réunion. Et si les artistes de passage dans l'océan Indien sont inspirés par les paysages de Madagascar ou encore de l'île Maurice, un Réunionnais va jouer un rôle important dans la renommée de son territoire.
Donc Adolphe Leroy, c'est un artiste qui fait des peintures grandioses, qui met en valeur les paysages de l'île de la Réunion. Et quand il fait ces grandes peintures, il va y avoir une répercussion parce qu'il va participer aux expositions universelles et ça va permettre de faire connaître l'île de la Réunion à travers les paysages d'Adolphe Leroy. On a les gorges de la rivière du Mât qui étaient exposées à l'exposition universelle et la rivière Saint-Étienne. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. L'île de la Réunion est mise en avant grâce à Instagram, à Facebook. Mais c'était déjà le cas au XIXe siècle, avant même le 2.0. La collection du musée Léon Diercq est vaste. On y trouve des tableaux de l'école de Barbizon, mais aussi et surtout la plus grande collection d'œuvres impressionnistes en Outre-mer. Ce sont des artistes qui vont aller peindre en extérieur, garder sur une toile le moment qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu. Et s'ils peuvent faire ça, c'est grâce à une invention qui sont les tubes de peinture. Et donc ils peuvent aller prendre leur toile, prendre leur chevalet, comme ce très grand artiste qui s'appelle Gustave Caillebotte, qui est à la base un mécène. Et c'est l'une des personnes qui va œuvrer pour que ce mouvement réussisse. Sans oublier les précieuses sculptures de Paul Gauguin, un aspect plus confidentiel de sa pratique est rarement exposé. C'est un artiste qui a besoin de voyager pour se retrouver lui-même, pour se chercher lui-même, savoir qui il est. Et il va commencer par aller donc, en Bretagne, donc il va quitter Paris qui commence à devenir très industrialisé et veut une recherche avec les gens qui soient beaucoup plus vrais. Et pour ça, il va aller donc à Pont-Aven où il va être accueilli par cette femme qu'il a représentée en sculpture et une autre représentation de la culture bretonne par ce pot à personnage breton. Il y a aussi ce masque de sauvage unique au monde que Paul Gauguin a réalisé à Tahiti où il aurait tenté de se représenter de manière symbolique. Gauguin, Renoir ou Caillebotte, ces œuvres de renom ont été réunies ici grâce au marchand d'art réunionnais Ambroise Vollard. Une partie a été léguée au musée Léon Diercq et compte de nombreux trésors comme ces tableaux de Berthe Morisot, l'une des plus grandes femmes peintres impressionnistes, repérée elle aussi par le Réunionnais. Peinture à l'huile, aquarelle ou pastel s'imposent comme le prolongement de la main de l'artiste Vanessa Seward. C'est notre invitée du jour. Je pense que ce qui me plaît le plus dans la peinture, c'est un processus créatif où je suis assez seule avec moi-même. Et ça me plaît beaucoup. Quand je commence à dessiner, à peindre, ça me calme beaucoup, ça me canalise. C'est comme si toutes mes émotions, ça sort de ce côté-là. Après une carrière de styliste et créatrice de mode chez Azzaro, Chanel ou encore Yves Saint Laurent, Vanessa Seward s'est récemment lancée dans la peinture. Une manière pour elle de s'exprimer plus librement. Et je pense que tout ce chemin que j'ai fait avec la mode, ça ressort dans la peinture. En fait, au début, je me suis dit, bah, c'est fou, à mon âge, 50 ans, de commencer une autre carrière. Mais en même temps, je pense que ce que j'ai fait dans la mode me construit aussi comme artiste. Et c'est pas comme si j'ai fait autre chose complètement différente. Je pense qu'une chose a mené vers l'autre. C'est pendant le confinement que Vanessa se lance dans la peinture. Dans son appartement, elle travaille plutôt au pastel sur des petits formats. Mais c'est d'abord dans l'appartement de sa mère qu'elle a appris la peinture à l'huile. C'est vrai que j'ai grandi finalement entourée de portraits. Il y avait pas mal de portraits chez moi. C'est vrai que ma mère avait fait les beaux-arts et peintre, mais mon père aussi a toujours aimé l'art. Et donc voilà, depuis l'enfance, j'étais un peu baignée avec de l'art et des portraits autour de moi. Vanessa peint principalement des femmes et elle aime explorer plusieurs styles. Alors elle n'hésite pas à se rendre dans son magasin de fournitures d'art favori pour se faire conseiller et se laisser parfois tenter par de nouvelles choses. Différent. Pastel sec. Oui. Celui-ci, de toute façon, après, je peux vous montrer à l'unité. Oui, je veux bien. J'ai commencé avec ma mère qui a toujours peint à l'huile. Et c'est ça qui était bien, c'est-à-dire au lieu que ça me fasse peur,
Elle m'a complètement libérée. Et je faisais ça chez elle. Et ce qui est génial avec la peinture à l'huile, c'est qu'on peut travailler par couche. Donc en fait, on peut se tromper. En plus de ses peintures à l'huile, elle présente des aquarelles et des pastels lors de sa première exposition personnelle que la galeriste Sophie Meignier-Julereau lui a proposé de réaliser. L'art du portrait est quelque chose, je trouve, aujourd'hui dans la peinture très intéressant au regard de nos pratiques assez intensives de selfie, du téléphone, des réseaux sociaux. Ça donne un rapport vraiment au regard sur l'autre ou sur soi qui est très intéressant. Et puis après, la très grande sensibilité que Vanessa a sur ses portraits de femmes essentiellement, où elle arrive à en ressortir toute la beauté et la force intérieure vraiment propre à ces modèles. Ce qui est intéressant dans les portraits aujourd'hui, finalement, c'est les imperfections. Je pense que ce qui est fort dans mon travail, c'est presque les imperfections, malgré moi. Hein, mais et aussi, voilà, de toucher à la vulnérabilité et à la mélancolie, et des choses qui ne s'expriment pas dans des images très lisses. En tout, l'artiste a peint une vingtaine de portraits pour cette exposition. Ils ont été choisis sous les conseils avisés de Sophie, souvent touchée par la force des regards. C'est Zoé Lantal, donc elle fait partie de ces 5 jeunes femmes qui ont posé pour moi. Et c'est marrant parce que celle-ci, c'est la seule qui est sur une toile de jute. Et c'était quelque chose que j'expérimentais. Je l'avais fait comme ça, comme une esquisse, et je ne pensais même pas qu'elle puisse être dans l'exposition. C'est là où le travail avec la Sophie est intéressant, parce que c'est quand elle est venue voir donc, à l'atelier, je lui montrais des choses. À un moment, voilà, j'ai osé lui montrer ça, parce que moi je l'aimais, mais... Et tout de suite, Sophie a percuté, elle a insisté que ce soit dans l'exposition et je suis contente. Du tissu à la toile, c'est à travers la peinture et les portraits de femmes que l'artiste a trouvé un nouveau moyen de s'exprimer. Bonjour Vanessa. Bonjour Catherine. Vanessa, on ne peut pas évoquer l'artiste que vous êtes sans parler de la créatrice de mode. On a l'impression que les deux sont quand même intimement liés. J'ai senti très jeune que la beauté donnait un pouvoir aux femmes et qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Et c'est pour ça que voilà, quand j'étais créatrice de mode, c'était à travers les vêtements. Je voulais un peu donner cette confiance, parce que je pense que voilà, la beauté, c'est surtout la confiance que les femmes ont d'elles-mêmes. Ce n'est pas forcément quelque chose juste physique. Vous avez toujours gardé une certaine légèreté dans l'approche du vêtement. Est-ce que c'est aussi une clé de votre succès? En tout cas, c'est ma manière d'appréhender la mode. Pour moi, la mode, j'adore la mode. C'est une passion, mais je l'aime dans sa légèreté. J'ai plus de réticence avec le côté un peu trop intellectuel de la mode. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots, évidemment, sur cette période très, très intense et des rencontres que vous avez faites durant ces années dans la mode? J'ai eu la chance de commencer avec Karl Lagerfeld chez Chanel. Voilà, c'était une manière incroyable de commencer dans la mode. Je crois que je ne me rendais même pas compte à quelle chance. D'ailleurs, il y a une anecdote assez amusante quand vous racontez que vous avez un petit tailleur de chez Selfridges. Oui. Et c'est un peu aussi ce tailleur qui vous a donné confiance d'aller voir Chanel et d'aborder ce stage comme ça. C'était Gilles Dufour, le directeur du studio. Voilà, il trouvait ça amusant et là encore, ça a confirmé cette intuition que j'avais eue, que les vêtements pouvaient vraiment nous aider à affronter des situations. Alors, à un moment donné, vous avez travaillé pratiquement toute seule pour le créateur Azzaro. Oui. Et vous avez, je crois, pour la première fois, dessiné vous-même toute la collection. Et est-ce que ça a été une révélation pour vous? C'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas sûre de moi, donc c'est vrai que voilà, j'ai franchi un pas parce que je dessinais pour montrer aux modélistes ce que je voulais. Je le faisais avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai qu'à force de dessiner des croquis de mode, voilà, quand même, je dessinais. Vous avez par la suite coécrit et entièrement illustré un livre qui s'appelle La Gentlewoman. Et le guide de la Gentlewoman. Le guide de la Gentlewoman. Est-ce qu'on peut dire que c'est un trait d'union entre la mode et l'artiste?
C'est exactement ça, parce que voilà, j'ai écrit ce livre à 50 ans, je me posais pas mal de questions. Et d'ailleurs, c'est pour le livre que j'ai aussi commencé à peindre, parce que je voulais illustrer. Alors, toutes les femmes que vous peignez, qui sont-elles et qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Je crois que j'ai commencé avec Sylvia Crystal, parce que je parlais d'elle dans le livre. Et en fait, j'étais toujours touchée par sa sensualité. Elle avait un côté sensuel mais fraîche. Je pense que voilà, j'étais un peu fascinée par ça. Et en la peignant, je voulais un peu le comprendre un peu mieux. Et après, voilà, il y a d'autres femmes que j'admire, comme, je sais pas, il y a Bianca Jagger ou Ornella Muti, mais souvent, c'est des images que je voyais qui me captaient. Et c'est le charme, en fait, chez les femmes qui me touche aussi. Et après, pour l'exposition, j'ai peint 5 jeunes femmes que je connaissais. Et là, elles ont posé pour moi parce que c'était important aussi que je parte aussi de ma relation avec elles et que ce soit moi qui les fige. Voilà. Il faut peut-être préciser aussi que vous peignez dans l'atelier de votre mère, oui. qui a été elle-même peintre, oui. Et qui avait un sens inné de la mode. Oui, exactement. Il y a quand même des choses qui se ressemblent. Ma mère a fait les beaux-arts et elle a toujours peint. Je l'ai toujours vue peindre et elle a donné des cours de peinture. Et donc, pendant le confinement, j'allais la voir et avec ma fille, j'ai dit ce serait bien qu'on peigne aussi. Et c'est vraiment un peu comme ça que j'ai commencé. Et c'était assez libérateur d'ailleurs de dessiner. Je pense que j'aurais été dans un cours de dessin classique et tout ça, je ne l'aurais jamais fait. C'est parce que j'étais dans un contexte voilà, très libre en fait. Merci beaucoup Vanessa. Oh, merci à vous. La mode se transforme en terrain d'expérimentation à la frontière entre médecine anatomique et voyage futuriste avec Christopher Kane. À la frontière entre la mode et la science, Christopher Kane nous donne une leçon d'anatomie. Une collection tout en structure osseuse et matière intimiste qui dissèque le corps et ses mécanismes internes. Si on considère souvent le vêtement comme une seconde peau, rares sont les créateurs qui prennent le terme au pied de la lettre. Christopher Kane, lui, en a fait l'une de ses marottes. Depuis ses premières collections, il s'intéresse aux sciences du vivant et étudie l'anatomie humaine avec force et subtilité. Pour sa collection Printemps-été 2023, il réfléchit au squelette en tant qu'armure invisible qui renforce et qui protège. Des bandes de plastique miment la cage thoracique et des dentelles tracent des colonnes vertébrales. Des jambes, des bras et des ligaments se plaquent sur des robes comme des boucliers. Et plus loin, des pièces légères aux couleurs acidulées réinterprètent les blouses de physiciens au plus proche de la peau. Il y a toujours chez lui un rapport presque viscéral au corps. Sa mode parle de puissance, celle du toucher, celle du sexe et du mouvement. Souvent, elle flirte avec le fétichisme sous des formes aussi étonnantes que des poches de liquide ou des gants en caoutchouc. Elle est sensuelle mais pas sexualisante. Le corps n'y est jamais un objet, mais moteur en action, vecteur de force et d'énergie. C'est aussi à travers les fleurs qu'il évoque le vivant. Motif inépuisable, décliné par milliers au cours de l'histoire de la mode, elle rappelle une tradition picturale proche de ses racines britanniques, mais elles abordent aussi, à la manière de Vanité, les thématiques de la vie et de la mort, de la célébration et du deuil. À travers elle, c'est l'essence même de la nature qu'il fait parler, cyclique et régénérative. Les fleurs se déploient sur des imprimés vibrants et texturés qui rappellent la mode de la fin des années 2000. C'est dans cette mouvance que s'est ancré le créateur. Celle des pièces courtes, aux volumes arrondis, des motifs en 3D, du plastique et de la technologie. Jamais contraint par les tendances éphémères, il a fait son chemin en marge des grands mouvements de la mode.
si bien qu'il a souvent semblé aller à contresens dans une veine carrément désuète. Mais il a su ne jamais disparaître avec des pièces devenues mythiques comme ses patchworks de dentelle ou ses souliers ovnis à l'origine d'un véritable phénomène. Et à l'heure où la mode cherche à reprendre du sens, à s'extraire d'une frénésie conformiste pour rendre au geste créatif ses lettres de noblesse, elle pourra toujours se tourner vers des noms comme Christopher Kane, éternel garant d'une créativité intègre. Les fils s'entrecroisent et se mêlent à des matières surprenantes dans l'atelier de la plasticienne Rustaluna Podziesco. Zoom sur son savoir-faire. C'est un magicien, un artiste plasticien, c'est quelqu'un qui crée des histoires, qui crée des narratifs ou qui crée des idées. Ça veut dire qu'on touche à tout en fait et à rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas, dans mon cas en tout cas, je ne suis pas spécialiste dans des techniques, mais je les utilise pour passer un message. Franco-péruvienne, Rustaluna Podziesco a d'abord commencé par exprimer sa créativité à travers la sculpture. Empreinte de ses racines, où le textile fait partie du patrimoine culturel, elle a commencé à le mélanger à ses sculptures à son arrivée en France en 2000. Aujourd'hui, c'est entre Bordeaux et Lima que sa pratique s'est essentiellement tournée vers le textile. Le textile, il a quelque chose de plus agréable, plus empathique vers les gens aussi. Et on peut aussi le bouger, c'est plus facile à travailler. Et je me suis penchée sur les pratiques plutôt dites textiles, donc tout ce qui est technique, broderie, tissage, nouage. Comme point de départ de la plupart de ses envies, le dessin, mais un dessin libre, évolutif, uniquement présent pour donner un cadre. La place qu'il y a le dessin pour moi, c'est le monde des idées. C'est de travailler quelques formes, quelques traces, sans trop le baliser. J'aime bien avoir une liberté, celle du papier, celle du crayon, et qui après, s'ils sont faisables dans le monde réel, dans la sculpture ou dans l'espace, ils peuvent sortir de là. Donc c'est pour moi une essence et un passage important et intéressant pour pouvoir déjà un petit peu restreindre, parce qu'on a beaucoup d'idées. Donc dans le dessin, peut-être qu'on arrive à les concentrer plus. Sur chacune des œuvres qu'elle imagine, Rustaluna intègre plusieurs techniques et savoir-faire qu'elle s'approprie pour servir son imagination. Récemment rentrée du Pérou, elle est revenue avec l'envie de s'approprier la technique du crochet. Minutieusement, elle crochette du câble électrique pour former un nid où elle viendra ensuite coudre des pistils de fleurs en tissu pour créer une scénographie. Chaque technique a une place différente dans ma pratique. Elle va rentrer dans un monde de la sculpture plutôt, qu'est resté dans le monde de l'artisanat ou du métier, vraiment. Avec tout mon respect pour les traditions, évidemment. J'essaie juste de les amener dans mon monde et pouvoir les utiliser comme moi je vais les maîtriser d'une façon différente en fait. La technique, elle doit accompagner le but d'une idée. Ici, comme on pourrait faire pour réaliser un tapis, Rustaluna noue des liens de lycra préalablement découpés et étirés sur une trame quadrillée pour créer une masse puis une forme. Sans trop savoir où elle va, elle laisse les mouvements répétitifs de la main la guider. Le geste de faire une répétition, par exemple là je sais que je dois faire 2 nœuds à chaque fois dans une surface de 1 cm, donc à un moment ma main va maîtriser ça et ma tête va penser à autre chose. Et ça c'est intéressant, en tout cas pour moi, de laisser ma tête aller ailleurs et que mon corps et mes mains travaillent. La plupart du temps, elle essaye de n'utiliser que des matériaux de récupération, chute de lycra, câble électrique, fil de pêche ou encore ces peignes trouvés dans un marché aux puces. D'une unité, elle crée une multiplicité dans le but de devenir une texture. Une exploration et une recherche perpétuelle dans son travail.
L'expérimentation, je pense que c'est très important pour un artiste, sinon on s'ennuie. Des fois, ça ne marche pas, ça c'est sûr. Il faut tester. Donc l'artiste, moi en tout cas, je suis tout le temps dans le faire pour trouver des choses qui vont nous surprendre. La féminité occupe une place importante dans ses créations. Parfois, Rusta Luna fait des moulages de son corps comme base pour ses œuvres textiles ou utilise des objets du quotidien de la femme pour faire passer des messages. Artiste engagée et multiculturelle, elle expose entre Bordeaux et Lima et transmet sa vision du monde. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!